Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 313. Déjà, eh oui. Alors en venant sur ce plateau, des gens, des téléspectateurs, j'en ai croisé dans la rue comme ça, ils m'ont demandé qui était l'invité central de mon émission. Très gentiment. Enfin, et j'ai répondu, bah vous. Jean-Marie Le Pen, évidemment, vous êtes là et je suis ravi de vous recevoir. Et je me suis entendu répliquer par les gens, tiens, Jean-Marie Le Pen, tiens, pourquoi lui? Il est moins dans le coup, hein? Pourquoi vous l'invitez? Alors je suis sûr que vous aurez à cœur de prouver le contraire. Que s'est-il passé, selon vous, entre l'homme qui faisait trembler la République, le 21 avril 2002, hein, et celui qui semble ne plus faire tout à fait peur maintenant? Comment vous avez analysé ça? Je crois que j'étais la victime d'un fantasme, d'ailleurs calculé, monté, articulé, pour essayer de m'éliminer, enfin en tous les cas de m'éloigner du pouvoir, oui. Car le pouvoir c'est le but de toute action politique, évidemment. Alors je pense qu'il y a eu l'élection de Nicolas Sarkozy, brillante élection. 11% des électeurs qui le rejoignent. Oui, absolument, un recul du chiffre que je faisais et du pourcentage que j'ai fait. Et par conséquent, les gens disent « ça y est, c'est terminé ». Ça n'est pas terminé du tout. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer pour bien vous. Sûr, évidemment. Ça ne fait que commencer parce que la vie commence toujours demain, vous savez bien. Et par conséquent, un avatar politique comme une défaite au football. On n'arrête pas une équipe de football parce qu'elle a perdu un match. On n'arrête pas non plus la bataille politique parce que le leader a subi un échec relatif d'ailleurs, car nous étions 12 dans le fond, il y a eu 11 échecs et une victoire. Bon, je n'ai pas eu la pire des défaites, loin de là. En tout cas, moi je suis heureux de vous recevoir pour parler, Jean-Marie Le Pen, avenir, passé, regret, espérance, pour débattre du futur du Front National, hein, de la politique menée par Sarkozy, de la gauche et du reste, hein, les mouvements sociaux et tout ça. Nous parlerons tout d'abord ensemble, puis nous rejoindrons l'excellente et très informée Michel Cotta. Ensuite, il y aura aussi Claude Askolovitch du Nouvel Observateur, Hervé Gattegno, rédacteur en chef au Point, et Dominique de Montvalon, directeur de la rédaction du Parisien. Donc alors, manque de chance, il y avait les grèves qui faisaient toutes les unes la semaine dernière lors de votre congrès à Bordeaux du Front National. Quel succès ce congrès, hein. Vous avez été réélu président, tenez-vous bien, avec 97,67% des voix. Un triomphe digne d'une république bananière, quoi. Ou de Nicolas Sarkozy, lui-même. Hein. Qui avait quand même deux candidats contre lui. Alors que moi, je n'avais pas de candidat. Et il a fait mieux, hein, lui, il a fait 98,1. Non, il avait fait 85. Ah non, mais parce quand il a été désigné à l'UMP, vous savez, oui, d'accord, 98,1. Donc, je suis dans les taux. Est-ce que vous avez le même coach? Enfin, c'est le fils caché de Kim Il-sung ou un général birman? Enfin, comment vous faites pour avoir des congrès aussi? Moi, je suis très, très ancien dans la maison, si j'ose dire, puisque c'est moi qui l'ai fondé il y a 35 ans et que j'en ai été le dirigeant principal pendant toutes ces années. Alors que Sarkozy, dans le fond, n'a qu'un pédigré relativement récent. Oui. Il faudra peut-être qu'il montre qu'il soit capable de courir sur le long terme. C'est pas sûr, on ne sait pas ça. Votre intuition, c'est quoi? Écoutez, je crois que Nicolas Sarkozy est un homme qui est doué, sans aucun doute, pour l'action publique et surtout pour l'action médiatique. Et il a des qualités évidentes et il est très brillant, mais sur le fond, je ne suis pas du tout d'accord. Je le tiens pour un illusionniste de très grand talent. Et vous savez, permettez-moi ce rappel anecdotique, pendant la campagne, j'utilisais une métaphore. Je disais, voilà, c'est un homme malade qui vient voir le docteur Le Pen. Il dit, docteur, je suis malade. Et je lui dis, écoutez, je dois vous dire la vérité, vous avez un cancer. Mais rassurez-vous, on peut en guérir à condition d'être très sérieux, de faire des efforts. Il ne faudra plus boire, plus fumer, être une vie sérieuse. Et puis, je dois dire que le traitement n'est pas très agréable. Le malade sort de chez moi, un peu décontenancé. Il rencontre le docteur Sarkozy. Il dit, je sors de chez le docteur Le Pen. Ah, le bon docteur Le Pen. Mais ça, monsieur, c'est la médecine du 19e siècle. Tout ça, c'est terminé. Rassurez-vous. Depuis qu'on a découvert la poudre de perlimpinpin, vous n'avez qu'à en prendre un petit peu dans votre café le matin. Et puis, vous serez guéri. Revenez me voir dans un an. Il ne revient jamais, bien sûr, parce qu'il est mort. Donc, alors, c'est ce que vous prophétisez, quoi. Une France achevée par des fausses
par des faux remèdes du docteur Sarkozy. Il y a un parallèle qui m'inquiète beaucoup. C'est le parallèle du général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 58, rappelé par les pieds noirs et l'Algérie française, est arrivé, il a dit « Vive l'Algérie française ». 5 ans plus tard, c'était pas seulement l'Algérie algérienne, c'était l'Algérie Félaga. Or, M. Sarkozy est arrivé au pouvoir dans un déploiement de drapeaux tricolores avec des slogans qui rappelaient presque Vichy, travail, famille, carrément. patrie. Vichy. Travailler plus pour gagner plus, la famille, la patrie, encore une fois. Mais des thèmes qui vous sont pas très éloignés, quand même, on est d'accord. Non, mais bien sûr, mais ce sont des thèmes qui sont ceux de tous les honnêtes gens, à mon avis. Et c'était d'ailleurs la devise, c'était pas la devise de Vichy, c'était la devise de Saint-Éloi, qui avait été empruntée. Le regretté Saint-Éloi, le trop méconnu Saint-Éloi. Saint-Éloi, oui. Bien sûr, oui. Chacun sait, que oui. tout le monde a chanté en son temps. Voilà. Et donc, je crains que Nicolas Sarkozy arrive avec un programme apparent, Oui. et que au fil des années, ou au fil des mois peut-être, incapable de le mener à bien, eh bien, il soit amené à faire l'inverse de ce pourquoi il a été élu, avec une formidable déception de son électorat. Vous êtes président maintenant du Front National pour 3 ans, hein, jusqu'en 2010. Hein, ça sera normalement votre dernier mandat. Si Dieu me prête vie. D'accord. Promis juré en dehors de cet accident qui nous touche tous, formidablement regrettable, mais enfin qui nous arrive à tous. Alors à quoi consacrerez-vous votre énergie et vos forces? Quel est le nouveau combat qui vous mobilise, vous, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui? Eh bien, d'abord, le combat principal pour moi, c'est de restaurer la force de l'instrument politique qu'est le Front National. Qui va mal. En effet, il va mal, bien sûr. Conséquemment, à l'élection présidentielle, qui a été, disons, mauvaise, mais pas très mauvaise, puisque je n'ai perdu qu'1 million de voix par rapport à 2002. J'ai fait quand même près de 4 millions de voix. Mais c'est la législative qui a été catastrophique, puisqu'aussi bien 58% des électeurs du Front National ne sont pas allés voter. Et ils ne sont pas allés voter, à mon avis, ils ont fait une petite trahison involontaire, c'est qu'ils ont cru qu'il n'y avait aucune chance d'avoir, on leur répétait d'ailleurs qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un élu. Par conséquent, ils sont restés chez eux. Ils s'étaient déjà déplacés 2 fois pour la présidentielle, et on dit cette fois-ci, Bobonne, on prend le week-end et puis on s'en va. Voilà. Il y a le fait des valises. Alors, la catastrophe, c'est que nous avons les 2/5 de nos candidats sont passés sous la barre des 5, de peu, mais trop quand même, et ne seront pas remboursés. Et notre subvention annuelle, qui est calculée sur le nombre de voix que nous avons obtenues, 3,5 fois de moins que moi. Est-ce que vous allez mettre sur les murs du paquebot, qui est le siège de votre mouvement, Sarkozy m'a tué, vous vous souvenez, avec les lettres... Non, mais est-ce que c'est ça l'idée? Non, mais ça... à vendre, Sarkozy m'a tué. Non, à la vérité, je n'en veux pas à Sarkozy. C'est la bataille politique. Sarkozy a joué son jeu. Il l'a joué, à mon avis, avec un talent d'illusionniste. Mais tant pis pour les citoyens. C'est à eux d'être lucides et à eux de ne pas se tromper. À eux d'être fidèles à leurs idées et d'essayer de deviner parmi tous les candidats quels sont ceux qui sont capables de défendre les idées qui sont les leurs. Voilà. Mais Sarkozy m'a tué, vous êtes d'accord ou pas? Sans la faute d'orthographe. Oui, dans une certaine mesure, bien sûr. Mais c'est toujours comme ça. Quand vous arrivez second aux 100 mètres olympiques, vous avez été tué par le premier. Il en est ainsi dans toutes les compétitions. Non, mais vous appliquez votre logiciel d'idées aussi. Certains le disent, que certaines de vos idées ont été blanchies, représentées, devenues présentables. Oui, mais dans ce domaine, et en nous inspirant de la pensée de Gramsci, ça vous étonnera, il faut déployer du programme chiracien, ou du programme UMP façon Chirac, mais d'un parti politique plutôt façon Front National. Les idées, en tous les cas, étaient, pour beaucoup d'entre elles, des idées du Front National. Et dans ce sens-là, je ne peux que me féliciter. Comme si vous aviez gagné la bataille idéologique. Parce qu'à la vérité, il ne faudrait pas croire qu'un homme, des gens comme nous, se battent exclusivement pour la victoire de leur parti. Nous nous battons principalement pour la France. Et si quelqu'un d'autre était capable de faire une politique qui sauve la France, eh bien, je dirais bravo. Et j'accepterais parfaitement de n'être pas celui par qui... Sur quoi vous avez envie de dire bravo à Sarkozy en ce moment? Sur quoi vous avez envie de dire bravo à Sarkozy en ce moment? Sur la manière de faire. Je lui dis bravo. Salut
l'artiste. Salut l'artiste. Mais sur le fond, je vais, si vous le voulez bien, vous démontrer même qu'il n'a pratiquement rien fait. Il n'a tenu aucune de ses promesses de sa campagne électorale, qu'il ne le puisse ou qu'il ne le veuille. Mais il en est ainsi, et on peut les prendre une par une. Non, on va avoir le temps du débat. Et on s'apercevra que Nicolas Sarkozy a été un présentateur extrêmement brillant, mais il n'est pas un réalisateur. Et il n'est pas capable de vaincre les très grandes difficultés qui s'annonçaient et qui continuent de s'annoncer pour notre pays. D'accord, mais alors, on va imaginer l'avenir du Front National après vous, le Front National, après vous. Le déluge ou Marine? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui sera en mesure, au moment où je lâcherai la rampe, je ne sais pas qui sera en mesure de me succéder. Mais je souhaite que ce soit quelqu'un qui ait des qualités nécessaires pour conduire un parti national d'opposition. Ce qui n'est pas le cas de tous les partis politiques. Je crois qu'il y a d'autres partis qui peuvent demander des qualités différentes. Mais là, je crois qu'il faut des qualités de caractère, des qualités de solidité. Marine les a. Je pense que Marine les a, mais d'autres peut-être les ont aussi. Mais Marine les a sûrement, et elle l'a démontré de façon assez brillante, dans le fond, en particulier en remportant la seule victoire, enfin, petite victoire, mais victoire quand même aux législatives, dans pays minier, dans le Pas-de-Calais. Mais honnêtement, quand on vous regarde, et je vous connais un peu pour vous avoir filmé, etc., comme un chef d'entreprise, vous ne sentez pas pressé follement ni réjoui de céder à l'idée de céder votre place, y compris à votre propre fille. Pourquoi? Vous auriez peur de l'ennui, peur d'être attrapé par des fantômes? Enfin, qu'est-ce qui... Non, parce que... Dites-moi franchement, parce que... Non, honnêtement, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Si je dispose d'un certain temps encore, je voudrais rédiger mes mémoires, moins peut-être pour le public que pour mes enfants, mes petits-enfants et les miens, pour qu'ils connaissent ma vérité, parce que j'ai quand même été la cible de nombreux mensonges. Qu'est-ce que vous appelez mensonges? Des mensonges. Lesquels vous ont touché, par exemple? Dans beaucoup. Sur les attaques qui ont été lancées contre moi. La torture en Algérie, par exemple? Comment? La torture en Algérie, par exemple? Oui, cela, entre autres, de faire croire aux gens que sur 700 000 soldats français, alors qu'il y avait un gouvernement socialiste au pouvoir, c'est le lieutenant Le Pen qui, pendant 3 mois, a été responsable de la répression du terrorisme. Mais je suis d'ailleurs en faveur de la répression du terrorisme. Et chacun devra se poser aujourd'hui, et peut-être pour demain, comment fait-on pour lutter contre le terrorisme quand les terroristes mettent des bombes dans les métros, dans les trains, dans les bâtiments publics? Autrement que le moyen d'une force appliquée à ce genre de choses. La guerre, c'est un bras de fer. Vous savez, quand on se tire dessus au canon, à la mitrailleuse ou au lance-flamme, ça n'est pas plus humanitaire. D'accord, mais Jean-Marie Le Pen, vous justifiez a priori la position de torture. Vous dites à peu près... Enfin, d'abord, je récuse le mot. Je récuse le mot que je ne crois pas juste. Je ne crois pas juste. Je ne crois pas juste. Je crois que ce sont des interrogatoires musclés, durs, mais que l'homme qui sort de ces interrogatoires, il a toute sa dignité, toute sa lucidité, il s'en va, il est libre. Bon, s'il est libre en tout cas. Mais ce n'est pas le cas de quelqu'un qui a pris 2 balles dans le ventre ou qui a eu une jambe arrachée par un éclat d'obus. Bon. Et il y a une chose qui m'a choqué dans cette émission, c'est qu'on n'a jamais vu quand même les victimes du terrorisme à la bombe. Parce que il est vrai qu'un homme peut subir, alors que c'est un hors la loi, hors les lois de la guerre, qui s'attaque à des populations civiles aveuglément, on n'a jamais montré le fait que les gens qui sont les victimes de ces attentats ont une torture quotidienne, chaque minute de leur vie. La jeune fille qui a eu les 2 jambes arrachées, qui ne sera jamais ni amante, ni mère, celle-là, c'est toute sa vie qu'elle regrettera. Toutes les secondes de sa vie, elle sera torturée dans sa chair et dans son esprit, dans son âme. Si on me l'avait demandé, je l'aurais fait, quoi. Oui, parfaitement. D'accord, je le justifie tout à fait. Dans le cas du terrorisme à la bombe... on vous l'a pas demandé, c'est ça la question. Dans le cas du terrorisme à la bombe, où se posent des problèmes de rapidité d'exécution pour éviter que... Vous savez bien que c'est pas toujours aussi exemplaire, c'est pas toujours comme s'il y avait une bombe qui allait exploser et il faut arrêter le type juste avant qu'il fasse péter sa bombe. Non, c'est pas seulement ça. Plus subtil. C'est le réseau de bombes. Quand un homme a posé une bombe et on est censé penser qu'il en connaît la filière, qu'il en reste peut-être 5, 10, 15, 20, 30...
On en a trouvé des dizaines dans cette bataille. Eh bien, celles-là, au moins, n'ont pas explosé. Et elles n'ont pas explosé grâce à la délégation de pouvoir donnée à la division de parachutistes de Massu par le gouvernement de M. Guy Mollet, par le gouvernement de gauche. Qui reste pas dans l'histoire comme un immense progressiste. Non, certes, mais tout de même comme un socialiste respectable. Je crois qu'il n'est pas discuté dans ce domaine-là. Je rappelle que François Mitterrand, qui lui alors serait un socialiste exemplaire, lui était à ce moment-là ministre de la Justice il a quand même fait, et ils ont tous dit Algérie française, et il a quand même fait exécuter Yveton, militant communiste, qui avait tenté de faire sauter l'usine à gaz d'Alger. Reparlons de vos petits-enfants, si vous voulez bien, enfin des mémoires. Est-ce que vous leur direz un jour, oui, j'ai eu honte de faire quelque chose, un acte, une phrase, un geste, je l'ai pas bien fait ça, j'aurais pas dû dire ça, oui, j'ai dit une connerie, pardon, je vous parle librement là, j'aurais pas dû, j'ai blessé des gens, j'ai humilié des gens. Est-ce que vous leur direz quelque chose comme ça? Je n'ai pas la culture de la repentance, et n'étant pas huguenot comme ma femme, je suis obligé de passer par la confession, n'est-ce pas? Mais cette confession étant faite, il m'est remis, mes péchés me sont remis en quelque sorte. Par conséquent, si j'ai péché, forcément, je suis forcément un grand pécheur, mais je dois dire que je n'ai pas de sentiment de honte, en tous les cas, touchant à ma vie publique, à ma vie politique, j'ai une certaine tristesse, plus que, j'ai pas de honte, mais j'ai une certaine tristesse, j'ai cru que la vérité nous rendrait libres, comme disait Saint Jean. C'est la vérité qui vous rendra libre. Et je me suis efforcé de dire la vérité aux Français. En blessant inutilement des gens. Vous vous rendez compte quand vous avez dit, on va pas recommencer sur du point de détail, mais vous vous rendez compte quand vous avez dit ça? Oui, mais là, je suis pas d'accord, parce que 48 heures plus tard, j'ai fait une conférence de presse dans laquelle j'ai mis au point les choses, et j'ai dit, si j'ai pu blesser, c'est involontairement, et j'en demande pardon à ceux que j'ai blessés. Mais je donne l'expression de ma vérité, de la vérité que je crois juste, et c'est cette opinion-là... Vous persistez et signez? Non, mais ce n'est pas persiste ou signe. Je ne reviendrai pas sur ce terrain qui est un terrain miné et très dangereux, comme vous le savez, car il n'y a pas dans ces domaines de véritable liberté d'opinion ni d'expression. Le jour où il y aura une liberté d'opinion, la situation sera peut-être différente, mais tant qu'il n'y a pas de liberté d'opinion... Qu'est-ce que vous direz, par exemple, que l'occupation allemande n'a pas été juste, n'a pas été si terrible que ça, etc. Mais enfin, voyons, j'ai dit cela, comme l'a dit Madame Veil elle-même dans son livre, comme l'a dit... Oui, absolument. On n'a pas lu le même livre, alors, je sais pas. Si, elle a dit... Elle a dit l'occupation allemande était... la Gestapo protégeait les populations... Non, ne déformez pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'occupation allemande n'a pas été exceptionnellement inhumaine. Exceptionnellement inhumaine. Ça veut dire qu'elle a pu être inhumaine, mais elle ne l'a pas été de façon exceptionnelle. Elle a été, en tous les cas, moins grave, moins lourde que dans d'autres pays d'Europe. C'est ce que dit Madame Veil. C'est même ce qu'a dit, je crois, un jour, Serge Schlasfeld sur une antenne de télévision. Les téléspectateurs jugeront, ceux qui s'en souviennent, les historiens aussi. À la vérité, monsieur, je n'ai pas besoin de caution. J'ai dit ce que je pensais, parce qu'il se trouve que moi, je suis une victime de guerre. Je suis pupille de la nation. J'ai vécu l'occupation. Par conséquent, j'ai été un très jeune, petit, mais vrai résistant. Il y a des grands qui ne l'ont pas toujours été. Et par conséquent, oui, pendant la guerre, moi j'avais gardé, après la mort de mon père, un fusil Lebel dans mon grenier, et ça valait la peine de mort, normalement. Et je l'ai gardé, malgré les objurgations de ma mère, malgré ses supplications, je l'ai gardé parce que j'étais un patriote, que je voulais me battre, que j'ai essayé d'ailleurs de le faire à un moment donné. Malheureusement, j'ai choisi mal mon moment, puisque le moment où j'ai voulu aller au maquis de Saint-Marcel, ce maquis se faisait justement bousculé gravement. Vous m'avez dit... Comment oui, le marquis de Saint-Marcel n'existait plus quand vous y êtes arrivé. Mais ça... Non, il existait encore, mais c'était la déroute. Tout le monde partait. Vous m'avez dit il n'y a pas eu de chance dans ce domaine-là, car j'ai surtout vu des défaites françaises. Vous m'avez dit un jour, parce que je vous ai filmé, vous m'avez dit, j'ai passé ma vie, je me souviens très bien, à courir après ma propre mort. Vous vous souvenez de ça? C'est un peu vrai, parce que je suis quand même un petit peu... Il y a eu la guerre mondiale, la partie dans laquelle j'ai quand même vécu. Il y a eu l'Indochine, il y a eu l'Algérie, il y a eu Suez. Vous avez fait toutes ces guerres-là de l'Empire qui se oui, absolument. En défensive. Et vous êtes arrivé toujours un peu en retard. Non, pas en retard. Si, non. À Suez, j'étais pour le deuxième char d'assaut sur la rive en arrivant, en débarquant sur la plage. Par exemple,
l'Indochine, ça se terminait. Ça se terminait, mais comme l'a très bien dit mon commandant de compagnie, le capitaine de Saint-Marc, il m'a dit, mais Jean-Marie Le Pen aurait parfaitement pu être le dernier mort de la guerre d'Indochine. Et un jour, m'interrompant au Palais Bourbon, Pierre Mendès France m'a dit, Monsieur Le Pen, si vous êtes à cette tribune, c'est grâce à moi. Car si je n'avais pas signé les accords de Genève, eh bien, les Viettes seraient tombés sur le delta où vous étiez, les troupes françaises auraient été balayées. Au congrès de Bordeaux, vous vous êtes recentré sur vos fondamentaux, comme vous dites. Immigration zéro, insécurité zéro, préférence nationale totale. Oui. Parce que je crois que c'est le nœud du problème. C'est la clé de la survie de la France. Si nous ne maîtrisons pas ce phénomène, eh bien, nous cesserons d'être maîtres chez nous. C'est surtout qu'il faut arrêter un Front National dit gentil. Vous-même, vous avez dit, ça marche pas, le Front National gentil. Non, pas dit ça. Si, vous avez dit... Non, pas du tout. Le Front National n'est pas gentil. Il n'a pas... Nouvel Obs, vous l'avez dit. Mais non, il n'est pas gentil ni méchant. Il est ce qu'il est. Il a un programme... Ça a été payant, la dédiabolisation. Oui, la dédiabolisation, c'est ce que nous souhaitons obtenir de ceux qui nous diabolisaient, de ceux qui, par exemple, ont monté l'opération de Carpentras, dont M. Bertrand, qui est l'ancien chef des renseignements généraux pendant 12 ans, reconnaît que non seulement le Front National n'en était pas coupable, mais que tous les partis politiques le savaient. Ça ne les a pas empêchés de défiler derrière François Mitterrand dans la rue avec ma baudruche énorme en disant Carpentras c'est moi, et nous avons subi pendant des mois et des mois l'opprobre d'avoir été responsables, et même quand nous avons voulu être réhabilités publiquement, nous avons demandé à ce qu'on nous rende justice. On a dit comment ils osent en plus demander qu'on leur rende justice. Retour donc sur vos fondamentaux, et avant de rejoindre nos autres invités, parce qu'il va falloir les rejoindre, ils vous attendent, des journalistes là. Je vous propose d'écouter un monsieur que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Bernard Cousin. Il a voté pour vous pendant 25 ans, de 1982 jusqu'à 2007. En 2007, il vous a préféré, devinez qui, Sarkozy. Alors il vous explique pourquoi, c'est son droit de riposte. Regardez, monsieur Le Pen. Je suis pour les valeurs, je suis pour de l'ordre, je préfère l'ordre au désordre. Que voulez-vous? Donc, j'ai trouvé dans les propos de Jean-Marie Le Pen ce qui me convenait. Ce type-là me plaisait. Maintenant, la droite parlementaire tient à peu près les mêmes propos, et Sarkozy en particulier. Alors, j'ai voté donc pour la première fois une infidélité en 25 ans, je trouve que c'est pas quand même bien méchant. J'ai voté pour la première fois donc pour quelqu'un d'autre que Jean-Marie Le Pen, à savoir pour Sarkozy, parce que je retrouvais les mêmes valeurs dans Sarkozy. Je le sens comme ça, peut-être je me suis trompé, l'avenir nous le dira, mais pour moi, Sarkozy, je suis certain que si on le pensait au détecteur de mensonges, on lui mettait le sérum de vérité, on lui injectait du sérum de vérité, là, je suis sûr que Sarkozy pense comme Le Pen. Le Pen, je ne dis pas qu'il n'aurait pas, lui, nettoyé au Karcher ou à autre chose avec un autre moyen la délinquance et tout ça. Je suis convaincu qu'il aurait fait du bon boulot. Mais, par contre, il n'a aucune chance d'être élu. Alors voilà, Bernard Cousin qui a voté pour vous, donc pendant des années, 25 ans, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre rapidement? Ensuite, j'aimerais entendre nos amis. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une certaine tristesse de ne pas avoir été compris par mes compatriotes quand je leur disais la vérité. Eh bien, ne vous étonnez pas que je sois un peu triste d'être trompé, si j'ose dire, par un de mes électeurs, même si les sentiments qu'il exprime me laissent espérer que cette petite incartade ne sera de courte durée. Oui, mais ça, et que probablement, il me reviendra. Vous pensez ça? Oui, alors, je le pense. Est-ce que vous pensez, vous autres, Claude Askolovitch, Montvallon, que, au fond, les 11% sont actuellement en phase de désenchantement, ceux qui sont passés de Le Pen à Sarkozy? Claude Askolovitch, ce qui me frappe, et c'est une manière de répondre à cette question, c'est que Sarkozy vous a pas seulement piqué vos électeurs, partie d'entre eux, il vous a surtout piqué le masque de l'épouvantail, l'homme qui fait peur à gauche. Je vais vous lire deux phrases. Une, celle d'un philosophe qui s'appelle Alain Badiou, qui est un des maîtres à penser de la gauche radicale en France. Il écrit un livre qui est le bréviaire de l'anti-Sarkozy. Voilà, je cite Alain Badiou, c'est intéressant. Le Pen, un du monde d'avant lui aussi. Avec Sarkozy et sa bande, on finira par le regretter, le vieux borgne, vous verrez. Quand il criait « Où Le Pen ?» on avait peur une minute. On manifestait dans la joie et le tour était joué, nostalgie.
Vous ne regrettez pas l'époque où vous faisiez où et la gauche manifestait, c'était vous le méchant, et les électeurs qui cherchaient un méchant allaient chez vous. Dites-leur que c'est vous le méchant et plus Sarkozy. Oui. Pas Sarkozy. Je crois que c'est une analyse, bien que Badiou ait une réputation de philosophe, je ne suis pas absolument sûr qu'il ne soit pas là un peu dans le domaine de la polémique et qu'il ne fasse... je crois qu'on peut dire que oui. Comment ? Oui, je crois qu'on peut dire que oui, il y a un peu de polémique. Oui, d'accord, mais cela... Sauf que l'idée que Sarkozy soit pire que Le Pen est une idée qu'on entend à gauche. Quand Ça veut dire quoi, pire, non, justement, Sarkozy n'est pas du tout diabolisé par la gauche. C'est ça qui est étonnant, et c'est ce qui la met d'ailleurs, si j'ose dire, cul par-dessus tête. C'est que la gauche n'a pas réussi à déterminer que Sarkozy était un ennemi, et il est soutenu pratiquement par toutes les forces politiques, religieuses, comment dirais-je, médiatiques, les forces du showbiz. Tout le monde est en faveur de Sarkozy, pour l'instant, en tout cas. Mais vous savez, Emmanuel Todd, dans le Nouvel Observateur, il a dit aussi, Sarkozy va plus loin que Le Pen, le Front National est au pouvoir. C'est un scoop que je vous livre, le Front National est au pouvoir. Vous vous rendez compte que vous faisiez partie de la majorité sans le savoir ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, si cette politique aboutissait à une amélioration de la situation de la France et des Français, je m'en réjouirais, bien qu'aucun de mes amis n'a été invité par M. Sarkozy à faire partie de son ouverture. Mais vous, oui, car vous allez à l'Élysée, vous êtes bien reçu. Strictement réservée à la gauche, mais quand je vois les dégâts qu'elle cause chez les gens à qui elle est réservée, je ne souhaite pas du tout qu'il y ait une ouverture en notre direction. Mais vous ne pensez pas que Claude, soyez sympa. Claude. Je suis sympa. Mais alors, continuez. Dominique de Montvalon. Non, on vient d'entendre un déçu du lepénisme assez singulier. Ils ne sont pas tous de cette espèce-là, puisqu'ils considèrent que Sarkozy égale Le Pen, et peut-être même Sarkozy, c'est Le Pen au carré. Je vous pose une question, Monsieur Le Pen. Comment espérez-vous voir revenir au bercail FN les électeurs qui vous ont quitté ? Est-ce que vous tablez, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure, à Serge Moati, uniquement sur la déception qui viendra de l'action de Nicolas Sarkozy, ou est-ce que vous avez, à vos électeurs qui sont partis, quelque chose à leur dire pour les ramener au bercail ? Monsieur Le Pen. Écoutez, vous êtes des observateurs de la vie politique. Absolument. Vous savez très bien que celle-ci est sinusoïdale. Moi, j'ai connu le Parti Socialiste avec 5% des voix, avec Gaston Defferre. Et puis après, il y a eu Mitterrand, président pendant 14 ans. Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les ramener à vous ? J'ai envie de leur dire, regardez, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux, ouvrez vos porte-monnaies aussi, et vous allez vous apercevoir que les promesses de M. Sarkozy n'ont pas été tenues. Et que si l'analyse qu'il a présentée, le programme qu'il a présenté avait l'apparence de celui du Front National, la réalisation en est fort éloignée, alors qu'il a sur moi, c'est vrai, l'énorme avantage de s'y être préparé au pouvoir avec des moyens qui, quand on les détaille, sont 100 fois, 1000 fois plus importants que ceux dont dispose un parti d'opposition comme celui que je dirige. La parole est à Michel Cotta. Michel Cotta qui vient de sortir Les Cahiers secrets de la Ve République, qui est un livre absolument passionnant. Vous allez adorer. Alors, c'est toutes les coulisses. Mais permettez-moi de faire une notation. C'est que moins les Français lisent et plus les auteurs font des énormes livres. En tout cas, c'est passionnant. Alors, Michel Cotta, vous avez la parole. Moi, j'essaye de suivre le flux de tous les boulots. J'y arrive pas. Je me demandais si vous n'étiez pas le premier déçu, au fond, du lepénisme. Quel bilan faites-vous de votre action ? Parce que depuis le début de votre vie, combat sur l'Algérie, ça n'a pas marché. Combat contre l'Europe, que vous avez perdu. Quel bilan faites-vous, vous-même, du lepénisme ? Mais la défaite n'implique pas que ceux qui sont battus ont eu tort. Je continue à penser que j'ai raison. Et je voudrais bien que les Français s'en aperçoivent avant qu'il ne soit trop tard, ce qui était d'ailleurs le premier slogan du Front National, avant qu'il ne soit trop tard. Or, je l'ai dit, je le redis, si je pensais sincèrement que M. Sarkozy, avec tous les appuis qui sont les siens, qui sont presque la totalité du monde français et étranger, il faut bien le dire, réussissait, eh bien, je m'en féliciterais pour mon pays. Malheureusement, je ne le crois pas. Et je crois même comme je l'ai dit tout à l'heure à Serge Moati, j'ai peur qu'il nous arrive l'aventure qui est arrivée à ceux qui ont cru dans les convictions d'Algérie française du général de Gaulle, c'est qu'on nous promette l'Algérie, ils nous promettent l'Algérie française et qu'ils fassent l'Algérie fait la guerre. Est-ce que ça vous dispense d'une réflexion ? Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous n'étiez pas vous-même un homme de remords, de culpabilité. Mais est-ce que ça vous dispense d'une réflexion sur votre action ? Bien sûr que non, ça ne m'en dispense pas. Mais je considère que j'ai joué en tous les cas mon rôle de tribunicien, d'aiguillon de la vie politique française. Et si Sarko a tenu ce langage-là, c'est parce qu'il a pensé que c'était cela
ça qui allait le faire élire. Et que par conséquent, l'opinion du pays avait changé. J'ai contribué à... Sur quel thème, à la lepénisation des esprits, c'est-à-dire à faire évoluer l'opinion publique sur un certain nombre de sujets. Et Sarkozy a enfourché ce cheval et en effet l'a fait galoper mieux que moi. Est-ce qu'au fond, Monsieur Le Pen, la vraie différence qui a été l'avantage de Nicolas Sarkozy par rapport à vous, est-ce que ce n'est pas que lui était vu comme une alternative crédible de gouvernement, alors qu'au fond, vous, entre le 21 avril 2002 où vous êtes en finale et le 22 avril 2007 où vous êtes battu dans les conditions qu'on a dit tout à l'heure, il a éclaté aux yeux de votre propre électorat que vous n'étiez pas un parti de gouvernement crédible. Est-ce que c'est pas ça son avantage sur vous ? Oui, sans doute, c'est un peu vrai. Mais il a eu aussi un autre avantage. Si vous voulez bien considérer qu'il a été pendant 5 ans vice-premier ministre, n'est-ce pas ? Aussi vice-premier ministre, c'était son. Mais regardez, son titre. Non, il a à la fois au ministère, dans 2 des ministères les plus principaux du pays, comme ministère de l'Intérieur et ministère des Finances. Il a eu le temps pendant ce temps-là de se préparer et il a réussi ce tour de force. Alors que les cibles naturelles de l'élection étaient Jacques Chirac et éventuellement Villepin, de faire croire qu'il était dans l'opposition, alors qu'il était le ministre le plus important du gouvernement. C'est là, vraiment, c'est un tour de passe-passe. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un illusionniste génial. Je lui reconnais cette qualité exceptionnelle. Mais vous, à l'inverse, vous n'êtes pas un autre illusionniste qui essaie de faire croire qu'il veut prendre le pouvoir, alors qu'au fond, il préfère l'opposition et certaines formes d'extrémisme. Vous savez, quand le général de Gaulle, en 1958, en janvier 1958, le général de Gaulle pesait 3% dans les sondages. 6 mois après, il était au pouvoir. Ouais, ce sont les événements. Il n'y a pas que les hommes qui jouent dans la vie, ni les peuples. Les événements jouent. Et il est certain que des événements graves et la perception que les Français pourraient prendre de la gravité de leur situation peut les amener à se rapprocher de gens qui leur ont toujours dit la vérité, plutôt que de gens qui les ont versé l'illusion. Le docteur Le Pen dont vous parliez tout à l'heure. Le docteur Le Pen, c'est ça. Michel Cotta, rapidement, ensuite... S'il y a une religion de la provocation chez vous, parce que souvent on a l'impression qu'au moment précis où vous alliez faire des pas en avant politiquement, paf, une énorme provocation. Par exemple, vous avez un exemple là le détail, du rafour crématoire. Pourquoi chaque fois, on fait une... Chaque fois, il y a une provocation qui, quelque part, vous fait retourner en arrière. Non, mais ce sont les médias qui font de ce que j'ai dit une provocation. Et quand il n'y a pas, et quand il n'y a absolument rien sur quoi on puisse s'appuyer contre Le Pen, eh ben, on fait Carpentras de toutes pièces. On fabrique ça. Écoutez, l'autre jour, M. Jospin a eu l'honnêteté de reconnaître, il a dit, on s'est servi de l'antifascisme de façon anormale et injuste et antidémocratique. Il a dit le Front National n'a jamais été un parti fasciste. Et par conséquent, il n'y avait aucune raison de faire de l'antifascisme une doctrine d'État. Et non, mais on disait de Le Pen, non seulement qu'il était fasciste, mais qu'il était nazi, qu'il était Hitler, etc. Ce qui était évidemment faux aux yeux de ceux qui nous connaissaient, mais pas forcément de ceux qui ne nous connaissaient pas. Raison de plus pour pas faire un jeu de mots genre du rafour crématoire. Alors on ne dit rien dans ce cas-là, c'est vrai. C'est vrai. En 50 ans de vie publique, on m'a reproché en effet 2 ou 3 formules comme celle-là. Mais c'était pas votre meilleur du rapport crématoire. Non, bien sûr, mais on n'a pas retenu les très bonnes. On les a pas mis en exergue. On n'a pas dit, Jean-Marie Le Pen, c'est extraordinaire, arriver à fabriquer un mouvement qui fait des millions de voix, ex nihilo pratiquement, sans moyens, sans appui, sans journaux, sans télévision, sans copains dans le showbiz. Personne n'a jamais fait cette analyse-là, à moins que peut-être Mme Cotta l'ait faite dans son livre. Sauf que ce que vous décrivez, le phénomène d'ostracisation, ça vous a servi. Tant que vous étiez l'ennemi absolu du système, vous étiez l'alternative absolue, ça marchait. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'à partir du 21 avril 2002 et de l'entrée en jeu de la stratégie de dédiabolisation et du Jean-Marie Le Pen, bonnard, sympathique, comme on vous a vu tout à l'heure dans l'alcôve avec notre ami Serge, ben vous avez décru. Vous m'avez dit un jour, c'était à moi que vous avez dit, un Front National gentil, ça n'intéresse personne. Est-ce qu'au fond, votre destin n'était pas d'être le repoussoir absolu, mais vous ne pouviez pas être autre chose ? Non, mais ce que vous dites, le Front National gentil, n'a pas de sens, puisque nous portons à la vie politique française une critique fondamentale et presque générale. Par conséquent, nous ne pouvons pas être gentils. Et forcément, après 2002, je vous rappelle tout de même, s'il n'y a pas eu 2002, mais brusquement, tout a recommencé. 2002, c'est un incroyable rassemblement
d'attaques diverses, n'est-ce pas? Une mobilisation de l'ensemble. Sur un fantasme, vous avez dit tout à l'heure. Sur un fantasme. Comment? Vous avez dit un fantasme. Mais une mobilisation formidable à laquelle, il faut bien le dire, honteusement, Jacques Chirac a prêté la main dans sa campagne de deuxième tour, qui a été scandaleuse, car lui a utilisé à fond l'argument du nazisme et du retour du nazisme, notamment dans son discours de Rennes. Et là, il y a eu, en effet, 82% des Français, dont plusieurs ont été votés ostensiblement en se bouchant le nez, parce qu'ils pensaient que le vote Chirac, ça sentait mauvais. Eh bien, ils l'ont quand même fait, estimant que c'était mieux Chirac que Le Pen. Eh bien, ça, c'est une situation donnée. Elle ne s'est pas effacée le lendemain de l'élection de 2002. Elle a perduré et elle a frappé non seulement Le Pen, mais le mouvement lui-même, ses militants, ses adhérents, qui sont eux-mêmes l'objet de persécutions à tous les niveaux. On va parler de l'actualité, si vous voulez bien, Dominique de Montvalon. Tout à l'heure, à Serge Moati, Jean-Marie Le Pen, vous avez fait valoir une fable qui vaut ce qu'elle vaut, Docteur Le Pen, Docteur Sarkozy. À ce que les téléspectateurs, en tout cas moi, en ont retenu, c'est que nous sommes tous atteints du cancer, puisqu'il s'agit de savoir quel est le bon traitement. Est-ce que vraiment... C'est ça l'idée, oui. Oui, d'un cancer symbolique, mais quand même, est-ce que vraiment nous, Français, sommes dans cet état-là, oui. C'est-à-dire atteints d'un cancer, et qu'est-ce qui vous amène à porter ce jugement qui n'est pas particulièrement rassurant pour nous, mais qui est peut-être aussi particulièrement insolent? Non, mais vous me permettez, vous savez mieux que moi quels sont les chiffres. Et ils sont impitoyables et incontournables. Tous les chiffres de nos déficits qui ne cessent de s'aggraver, la montée du nombre de pauvres, 7 millions de pauvres dans notre pays, en un moment où la perte de pouvoir d'achat va se faire ressentir plus durement chez les humbles que chez les autres, l'élévation continue des prélèvements obligatoires, la création de nouvelles taxes. On n'attend plus que la taxe européenne, l'impôt européen. Une fois que l'Europe de M. Sarkozy l'état de crise de la société française. Personne ne nie l'état de crise de la société française. Les grèves et la situation sociale en témoignent encore largement. Alors justement, peut-on dire que nous sommes atteints du cancer? Oui, peut-on dire que nous sommes atteints du cancer? Écoutez, c'est une métaphore, c'est une comparaison, bien sûr. Mais c'est une maladie grave. Et je dis même que c'est une maladie mortelle. Je suis de ceux qui continuent d'affirmer que la politique d'immigration qui a été menée depuis 30 ans et qui est perpétuée par Nicolas Sarkozy condamne à mort la nation française et le peuple français, privés de à échéance de leur liberté, de leur identité, de leur capacité de disposer d'eux-mêmes, déjà largement entamée par le fait que nous soyons soumises à l'Europe. Je vais aller lundi... Mais le problème, c'est que le docteur Le Pen est toujours plus précis sur le diagnostic que sur le traitement. Je vais aller lundi parler de la réforme des institutions. Et je dirai au Premier ministre mon scepticisme en sachant que 80% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas décidées à Paris, mais à Bruxelles. Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il des institutions républicaines et que reste-t-il du pouvoir du peuple quand celui-ci, qui s'était prononcé nettement pour le non à la Constitution européenne, va être privé du droit de redire ce non par le passage à une assemblée, parlementaire. Je suis désolé, mais il n'y a pas 80% des lois qui régissent la vie des Français qui viennent de l'Europe. Vous êtes en train de confondre l'état du droit et les nouvelles lois, qui sont effectivement très souvent des adaptations à la réglementation européenne. Mais vous ne pouvez pas dire aux Français, vous qui avez failli présider ce pays, que 80% des lois qui nous dirigent viennent de l'Europe. Vous savez, et vous, et moi, et nous tous savons que ce n'est pas vrai. Oui, mais si, vous savez que c'est vrai. Non. Bien sûr que si, et tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Parlez de nouvelles législations, parlez d'adaptation, mais n'expliquez pas que les lois concernant, j'en sais rien, le mariage, la famille, les impôts, ne viennent pas de l'Europe. C'est pas vrai, pas 80%. Oui, mais elles le seront, tôt ou tard, et plus encore si M. Sarkozy peut parfaire Donc on est dans la prophétie, mais son traité européen. Pardonnez-moi, Jean-Marie Le Pen, on est dans la prophétie, peut-être juste, mais pas dans le constat. Et est-ce que ce n'est pas, quand Hervé Gattegno vous disait, au fond, vous n'avez jamais été un parti de gouvernement, est-ce que ces allers-retours permanents entre le constat et la prophétie forcément apocalyptique ne vous ont pas, au fond,
tout autant que vos scories, vos saillies, vos mauvais jeux de mots, desservis, parce que c'est pas très sérieux de dire aux Français 8 lois sur 10 viennent de l'Europe aujourd'hui, c'est pas vrai. Oui, mais ils ne savent pas. Ils ne savent même pas qu'une vous partie venez de des reconnaître lois, que ça viendra peut-être, mais que c'est pas le cas aujourd'hui. Une partie des lois, même celles que vous admettez, ils ne le savent même pas. Mais pendant que vous nous dites ça, Monsieur Le Attendez, Pen, en Madame attendant, Cotta, vous ne nous demandez la proposez parole. pas les solutions, vous ne donnez pas le traitement, Voilà. docteur Le Pen. Bien sûr que si. Je voudrais Bien sûr que rebondir si. là-dessus, Le Front National a un programme. Si je vous l'envoie, ne le laissez pas tomber sur vos pieds, car vous risqueriez de vous faire écraser. Il pèse 1 kilo. Vous verrez toutes les solutions que propose le Front National à tous les problèmes français. Alors prudemment, Alors, Michel Cotta pose une question. Par rapport, par exemple, vous avez annoncé les déficits sont considérables, etc. Ce que tout le monde sait et croit. Mais le Front National arrivant au pouvoir, vous auriez délibérément et d'emblée dit il faut alléger le déficit, la France doit... Et vous l'auriez fait ? Nous avons fait un programme, Madame Cotta, Oui, vous non, auriez mais dû les le programmes. regarder. Oui, D'ailleurs, notre budget était en équilibre à partir d'un certain nombre de réformes D'accord. fondamentales Mais dans une que situation nous faisions. dans une situation sociale telle qu'elle est-ce que vous auriez choisi délibérément de commencer votre action par la réduction des déficits ? Peut-être pas forcément, mais ceci pouvait s'insérer dans un programme général dans lequel il eût été expliqué que pour 1 ou 2 ans, on ne pouvait pas faire de réduction d'impôts, ce que n'a pas fait le gouvernement. Vous parce qu'il n'auriez a pas fait le bouclier fiscal, il a fait le des fameux, réductions d'impôts. Mais surtout, le problème général, au risque d'apparaître, comment dirais-je, un peu brutal, j'affirme que les sommes qui sont dépensées depuis 30 ans en faveur de l'immigration, évaluées à 300 milliards par an, sont responsables de la dégradation générale de la situation économique et sociale de notre pays, principalement. Mais j'ai toujours précisé qu'on ne devait pas en vouloir aux immigrés, mais exclusivement aux responsables de cette politique, c'est-à-dire les politiciens français de droite et de gauche. Vous croyez Alors toujours- attendez, on va passer sur, si vous voulez bien, sur l'activité sociale, parce que tout ça est lié de toute façon. Alors, fin de grève dans les transports, etc. Comment jugez-vous la façon dont le gouvernement a géré le conflit sur les régimes spéciaux? Est-ce que vous auriez fait autre chose? Qu'est-ce que vous auriez fait? Enfin, comment vous jugez ça? Habile, malin, pas du tout malin? J'ai eu l'impression, au cours de ce conflit, qu'il y avait des accords secrets qu'on ne connaissait pas, qui justifiaient le retrait de la CFDT, les bienveillances de la CGT. Et je crois que Sarkozy n'a jamais été gêné par l'annonce de cette grève, où il savait d'ailleurs que l'immense majorité des Français était contre elle. Je dis d'ailleurs que la grève est un système à la fois désuet et ruineux des solutions des problèmes sociaux. Et je crois que nous devrions prendre l'exemple d'un certain nombre de grands pays qui ont choisi les solutions d'arbitrage obligatoires. Vous êtes pour la suppression du droit de grève? Oui, non, c'est à voir, dans certaines conditions. Mais en tous les cas, de ces abus. Et je note que dans cette... Une grève, c'est forcément pas sympa. Oui, enfin écoutez, moi je dois vous dire que la grève me choque particulièrement dans les services publics. Car le principe même du service public, c'est sa continuité. Il doit être toujours prêt à fonctionner. Or, c'est justement dans les services publics que ça ne fonctionne pas et que la grève crée le plus de dégâts pour les usagers. Et il y a là quelque chose de profondément choquant et de beaucoup plus grave dans notre pays que dans aucun autre pays du monde. Alors autrement dit, il ne suffit pas d'avoir la baguette magique comment dirais-je, de M. Sarkozy, n'est-ce pas, et de toucher les choses pour que ça marche. Ça ne marche pas, et d'ailleurs, le service minimum qu'on nous avait promis aurait pu être essayé là. Il n'a pas été mis en route. Vous diriez quand même, sur ces grèves-là, vous diriez salut l'artiste Pardon ? Sur ces grèves-là et la manière d'en sortir, vous diriez salut l'artiste à Nicolas Sarkozy ? Eh bien, lui qui est omniprésent sur les écrans et sur les antennes a eu en effet la sagesse, l'habileté de ne pas être présent. Et il a laissé en effet en tête à tête c'est ça. les usagers et ceux qui leur faisaient violence. Et je crois qu'il en a recueilli le fruit. Un voyage en Chine lui donnera encore quelques jours de répit. Et je pense qu'après cela, il aura mis la plupart des bonnes cartes dans son jeu. Donc c'est bien joué. Mais avec des accords secrets, vous dites, vous dénoncez des accords secrets, vous flairez des accords secrets. Oui, peut-être que Mme Cotta nous dira où allait l'argent du MEDEF, les milliards de l'UIMM, une caisse qui devait, paraît-il, alimenter les syndicats ouvriers. Je pense aussi que quand on donne un certain nombre d'avantages, qu'est-ce qui a créé l'injustice des régimes spéciaux ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on dit, ça n'est pas la situation particulière du travail dans ces activités. C'est que à chaque grève, au lieu de payer les grévistes par une augmentation de salaire qui entraînerait des augmentations successives, on renvoie ça à la retraite. On fait des avantages qu'on ne paiera pas tout de suite, mais qu'on paiera demain. Et c'est ce qui a abouti à cette monstruosité qui fait qu'il y a une différence capitale entre le privé et le public, entre certains éléments de la fonction publique et d'autres. Mais là, sur le fond, Monsieur Le Pen, Guédé, sur le fond, la réforme des régimes spéciaux, il fallait la faire. C'est ce que vous pensez ou pas? Mais tout le monde le pense. Voyons, c'est bien évident. Ça crève les yeux. Et que des gens puissent faire une grève à partir du principe de la réforme de cela est quelque chose de monstrueux, puisque on sait que nous avons gagné 15 ans de vie supplémentaire dans les 50 dernières années, que le nombre des actifs par rapport au nombre des retraités ne cesse de diminuer. Il y aurait un moyen, si le gouvernement était vicieux, il dirait, eh bien, écoutez, c'est très bien, eh bien vous avez l'autonomie de votre régime. Voilà. Les cheminots cotiseront au régime cheminot et le régime cheminot versera les retraites. Qu'en serait-il ? Parce que les retraites des cheminots, les retraites de la RATP, les retraites de la fonction publique sont payées par les autres. Ceux qui partent à la retraite plus tard, dont le taux de retraite est calculé sur 25 ans, la moyenne de 25 ans, alors qu'elle est sur la moyenne de 6 mois dans les services publics et dans un certain nombre d'entreprises publiques. Monsieur Le Pen, les grèves se sont terminées avec quelques actes de malveillance. Le gouvernement a même dénoncé des actes de sabotage. Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez comprendre les motivations des quelques individus marginaux au demeurant, mais des quelques individus qui se laissent aller à de tels actes parce qu'ils sont au comble du désespoir? Est-ce que vous pouvez le comprendre ou pas du tout? Oui, ça c'est une manière romanesque d'appréhender les problèmes de gouvernement. Les hommes de gouvernement ne peuvent pas se laisser aller à ce genre de faiblesse sentimentale. La compréhension que l'on peut avoir pour telle ou telle personne, la réponse est non. Ou même pour telle ou telle situation privée, n'est pas du domaine de la politique. L'homme politique doit savoir prendre des responsabilités. Mais là, qu'est-ce que vous auriez fait, vous, qui dépassent très largement cela. Ne me demandez pas, c'est pas une question que vous pouvez me poser comme ça. Qu'est-ce que vous auriez fait en face de cette grève? Il lui fallut pour cela que je sois au gouvernement avec une équipe gouvernementale, avec une autre orientation, avec une autre explication au pays, avec une autre adhésion du pays au programme de réforme que je proposais, qui est différent de celui de M. Sarkozy. Attribuez-vous ces quelques actes marginaux mais symboliques de malveillance, ces actes de sabotage? Je crois qu'ils doivent être sévèrement punis. À qui les attribuez-vous? À qui les attribuez-vous? J'attribue c'est peut-être de simples individualités, bouleversées par le désespoir, comme vous dites. Mais est-ce que le désespoir est une justification? J'ai pas dit ça. Est-ce que Bébert, désespéré, a le droit de tailler sa femme à coups de hache? Non. De la même manière, des gens qui sabotent les voies de chemin de fer doivent se voir réserver les rigueurs les plus extrêmes de la loi. Ceci doit être provocateur. Ceci doit être clair. Ça peut être des provocateurs. Dans le monde où nous vivons, le mensonge est tellement érigé en système que ça pourrait aussi être des actions de provocation. Rien ne justifie d'être en dehors de la loi. C'est pour ça qu'il faut que rien sur n'importe quel terrain, rien ne justifie d'être en dehors de la loi. Non, c'est clair. C'est clair. Surtout quand la violation de la loi risque d'entraîner la mort d'une seule ou de plusieurs centaines de personnes. S'agissant des TGV qui roulent à des allures vertigineuses, il est bien évident que si une voie est sabotée, le résultat peut être catastrophique. Évidemment. Claude Ascolovitch. Je voudrais essayer de repréciser votre pensée, parce qu'il y avait beaucoup de suggestions, l'UMM, le fric pour les syndicats. Est-ce que vous pensez que la CGT était complice de l'horrible Nicolas Sarkozy dans cette affaire, que c'était une fausse grève pour permettre à Nicolas Sarkozy d'apparaître comme un véritable homme de droite une nouvelle fois? Est-ce que c'est ça votre idée? Et qu'en plus Sarkozy les paye? Je crois que les syndicats sont conscients de leur faiblesse. Ils ne représentent, à part les services publics, pas 5% des travailleurs français. Par conséquent, les travailleurs français n'ont plus confiance dans les syndicats. Et c'est regrettable, car personnellement, je suis partisan d'un syndicalisme fort, mais responsable. Et ce sont généralement les actions irresponsables, et en particulier les actions de grève répétées qui ont fait perdre progressivement la confiance des Français dans les syndicats. Et même la confiance des travailleurs. Et on a bien vu, à tous les moments, les travailleurs de la SNCF le trafic était perturbé
par des minorités. En l'occurrence, si on avait fait voter les travailleurs, il n'y a aucun doute, il y avait une majorité contre la grève. Eh bien, avec 16, 20 ou 35%, eh bien, on réussissait à paralyser quand même le trafic. Et là, plus un système est sophistiqué, plus un pays est moderne, et plus il est vulnérable, bien évidemment. À la limite, il suffirait que l'ingénieur général d'EDF débranche le système pour que toute la France soit réduite à la paralysie. Oui. C'est une anticipation remarquable, mais simplement, si vous pouvez juste répondre à ma question, parce que vous le suggériez tout à l'heure, ça ne sert à rien de suggérer. Est-ce que c'est Sarkozy illusionniste, CGT complice, voire CGT payé? Est-ce que c'est ça ce que vous avez essayé de nous dire tout à l'heure? Je pense que c'était une vraie grève? Je pense qu'il y a eu des contacts, c'est pas anormal d'ailleurs, entre les ministères, les gouvernants et les grévistes et les organisations syndicales. Ça s'appelle une négociation. Oui, une négociation secrète. Mais pour faire quoi? Quels éléments avez-vous? C'est intéressant. Quels éléments avez-vous là-dessus? Je n'ai pas d'éléments. Je ne suis pas journaliste, monsieur Askolovitch. Je me fie dans ce domaine-là. Moi qui le suis un petit peu, je n'ai pas eu le sentiment que c'était Sarkozy illusionniste, j'étais complice. Mais allez-y, parce que c'est vous qui le dites. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Je n'ai jamais dit que c'était aussi simple que ça. J'ai dit que j'étais étonné de voir, somme toute, l'indulgence de M. Thibault à l'égard du gouvernement. Vous avez fait un lien avec l'argent de l'UIMM, comme si oui, où allait-il? Très bon Dieu, où allait-il l'argent de l'UIMM? Les milliards de l'UIMM étaient, disent-ils, réservés à des actions en faveur des syndicats ouvriers. Alors, à qui donnait-on l'argent? Il n'y a pas d'autre hypothèse, selon vous, que cette destination-là? Oui, parce qu'il y avait d'autres destinations peut-être des partis politiques. En tous les cas, il y a une chose que je peux vous dire, il n'y avait pas le Front National, ça c'est sûr. Madame Cotta. Nicolas Sarkozy a dit l'autre jour que les cheminots n'étaient pas des privilégiés. Vous diriez, vous, que ce sont des privilégiés, que les agents des RATP, vous pensez que ce sont des privilégiés le privilège, c'est un État qui vous met au-dessus d'une catégorie donnée. C'est comparatif, le privilège. Quand il y a 2 morceaux de pain à se partager, celui qui a 1 morceau et demi est un privilégié. Et il est évident qu'un certain nombre de situations de retraite, en particulier touchant la retraite, la durée du travail, les primes, il est certain qu'il y a des métiers qui sont plus dangereux, plus pénibles, mais il est vrai aussi que nous sommes là dans des professions qui existent depuis plus d'un siècle et qu'il y a une histoire, il y a un passé. Mais il y a aussi une réalité qui est que la France ne peut plus assumer cela. Elle n'a plus les moyens financiers de le faire. Elle va au désastre. Peut-être pire qu'au cancer, qui laisse une certaine capacité de rémission. Un cancer plus un désastre. Elle va peut-être à l'arrêt cardiaque, n'est-ce pas? Par celui, pourquoi pas, mais oui. Non, mais je veux dire, donc c'est rassurant. Mais rassurez vos lecteurs, parce que sans ça, ils ne vont plus acheter vos journaux. Monsieur Le Pen, c'est très important que une certaine bénévolence quand même dans le pays. L'extrême gauche, la place de l'extrême gauche dans ça. Comment la gauche est assez inaudible en ce moment. On dit que l'extrême gauche est partout, derrière les manifestants les plus durs, en fac, syndicat Sudrail, etc. Bon, cette extrême gauche, est-ce qu'elle n'a pas un peu remplacé le Front National dans l'imaginaire de ce qui fait peur, hein? Vous n'avez pas entendu cette analyse dans ma bouche. Je n'ai pas fait cette analyse-là. Je posais cette question en vous regardant à mes camarades. Voilà, tout de même. Étrangement. Tout de même, au fond, pendant longtemps, le Front National a divisé la droite et par conséquent, il a autorisé la gauche à gagner. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Olivier Besancenot et ses amis divisent la gauche de manière à assurer à la droite la victoire ou la continuité? Non, pour diviser quelque chose, faut-il encore qu'il existe. Vous avez dit tout à l'heure que la gauche aujourd'hui, elle est en pleine décomposition, au point que j'ai entendu, je n'en croyais pas mes oreilles, ni mes yeux, que le premier secrétaire avait donné comme sujet de réflexion ce dimanche-ci au Parti socialiste, la nation. Alors si le socialisme se met à réfléchir au nationalisme, où allons-nous? Mais est-ce qu'aujourd'hui, d'autres expériences. C'est une pirouette, Est-ce qu'aujourd'hui, où le pouvoir d'achat semble avoir supplanté le problème de l'insécurité dans le souci des Français, est-ce que justement l'extrême gauche n'apparaît pas plus en mesure de capter les mécontentements et les inquiétudes que le Front National aujourd'hui? Mais vous savez bien que ces phénomènes existent concurremment. On n'a pas, on ne pense pas simplement le pouvoir d'achat
ou l'insécurité, ou les problèmes liés à l'immigration. Tout ça constitue un tout. Et il y a un moment donné où les choses sont plus sensibles. Quand vous êtes dans le supermarché, il est évident que c'est le pouvoir d'achat qui pèse, qui est la principale de vos préoccupations. Si en sortant du supermarché, vous vous faites voler votre portefeuille et casser la figure, c'est l'insécurité qui devient le premier problème, à ceci près qu'ils peuvent être très bien se cumuler. Et c'est ce dont les Français ont un petit peu peur ces temps-ci. Et ils avaient l'espoir que Sarkozy, les ayant enchantés, envoûtés en quelque sorte, ils allaient surmonter tous ces problèmes et tous ces risques, et ils vont s'apercevoir qu'il n'en est rien. Et qu'ils vont se retrouver face aux problèmes français, aux problèmes de la France, sans que la France ait reçu les réformes qui étaient nécessaires pour l'arracher à cette situation. Je voudrais formuler ma question sur l'extrême gauche un peu autrement. Qui aujourd'hui a la fonction tribunicienne? Qui en France aujourd'hui exerce la fonction tribunicienne? Tribunicienne, ça veut dire ce que vous avez dit tout à l'heure dans c'est-à-dire le pouvoir des mécontents. Enfin, essayons de trouver ce que c'est. Qui témoigne pour les mécontents. À ma connaissance, qui témoigne pour les mécontents. À ma connaissance, Monsieur Besancenot n'est pas encore dans les pourcentages qui lui permettraient de revendiquer ce message. Sur les étudiants, Dominique de Montvalon, ensuite Chirac. Les étudiants les plus durs réclament le retrait de la loi Pécresse sur l'autonomie des universités. Les comprenez-vous ou approuvez-vous cette loi sur l'autonomie des universités? Non, mais l'action des étudiants est désolante, elle est désarmante. Chacun sait que notre système ne marche pas et que notre université fait rentrer des gens dont plus de la moitié sortent sans diplôme. Et la moitié qui sort avec diplôme n'est généralement pas à la hauteur de ses concurrents européens, sans parler des concurrents mondiaux. Doit-on comprendre, Monsieur Le Pen, que vous approuvez la loi Pécresse sur l'autonomie des universités votée par le Parlement? Relativement, je considère que c'est un progrès. Je suis moi-même un ancien dirigeant de l'UNEF. Je le rappelle, l'UNEF n'a pas toujours été ni à gauche ni à l'extrême gauche. Et je dirais même que les plus belles conquêtes de l'UNEF ont été faites du temps où elle était moins politisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais cela étant, il est évident qu'il faut apporter des réformes à l'université. Or, chacune des réformes que l'on propose, quelle qu'elle soit, dans quelque sens qu'elle aille, immédiatement dresse contre elle le front des anarcho-bourgeois qui descendent dans la rue et se payent à peu de frais de Valérie Pécresse, l'impression d'être des révolutionnaires. Vous êtes du côté de Valérie Pécresse dans le cas précis. Attendez, il faut choisir son camp. Oui, toutes choses égales d'ailleurs. Oui, si vous voulez absolument me mettre dans le camp de Valérie Pécresse, je la trouve en plus physiquement fréquentable, assez agréable à regarder. Quelquefois, c'est pas toujours le cas. Bon, mais dans ce cas-là, c'est vrai. Oui, je crois que, somme toute, il y a une ébauche de volonté de changer les choses dans l'université et de redonner un peu de densité à la formation intellectuelle, psychologique, mentale, morale des futures élites de la nation, et que cela n'est pas le système qui gouverne aujourd'hui. Autre sujet de l'actualité de la semaine, évidemment, Jacques Chirac, mis en examen. Comment avez-vous réagi? Votre meilleur ennemi. Écoutez, je voulais dire à Mme Cotta tout à l'heure, qui parlait de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Il n'y a qu'un seul homme qui est responsable de l'arrivée des socialistes au pouvoir, c'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac qui, en poignardant Valéry Giscard d'Estaing dans le dos, a permis l'élection de François Mitterrand. C'est lui qui a permis sa réélection en 88 en refusant de négocier avec moi la possibilité de battre Mitterrand au deuxième tour, et c'est lui qui a dissous l'Assemblée nationale dans laquelle il avait la majorité pour permettre à M. Jospin de gouverner pendant 5 ans. Sans Chirac, mais les socialistes, avant toute chose, devraient élever une statue d'or à Jacques Chirac, n'est-ce pas? Il était bête ou c'était une Comment Il était bête, Chirac, ou c'était une taupe socialiste? Est-ce qu'il avait vendu l'humanité et signé les accords de Stockholm, enfin la pétition en faveur des accords de Stockholm, n'est-ce pas? Il avait signé tout cela. Je crois que Jacques Chirac est un homme de gauche. Et je crois qu'on peut le dire. Consciemment, faisait perdre son camp? Non, c'était pas son camp. C'était le camp dont il se servait. Il n'est peut-être pas le seul à vouloir faire cela, d'ailleurs. Il y a un troupeau dont on se sert. Qui d'autre? Moi, je suivais mon gars, j'en sais rien. Je ne suis pas. Nicolas Sarkozy est un homme de droite, lui, si je comprends bien, non? Oui, il est plutôt un homme de droite. Je crois foncièrement, oui. Pas vendu l'humain, alors que c'est pas le cas de Jacques Chirac.
C'est pas le cas de Jacques Chirac. J'essaie de comprendre, oui, c'est ça. Oui. Oui, alors Jacques Chirac, les loups ne se mangent pas entre eux, Monsieur Moatti. On voit bien que Pourtant, ça a l'air, ces instances judiciaires, même si elles comportent 40% de magistrats d'extrême gauche, ne condamneront pas Monsieur Chirac. Bien sûr, on fera traîner tout cela, puis à un moment donné, ça se perdra dans les sables. Vous souhaiteriez qu'il soit condamné? Comment? Vous souhaiteriez qu'il soit condamné? Ah oui. Et à quoi? Ah oui. Et à Qu'il quoi? soit condamné aux peines prévues par le Code. Pour les détournements de fonds auxquels il s'est livré. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il ne le sera pas? D'où sort cette statistique sur l'extrême gauche dans la magistrature, monsieur 40%, monsieur, ce sont les électeurs du syndicat de la magistrature. Ce syndicat qui avait publié son programme avec en couverture une tête de porc avec un képi de flic. Mais ça, c'était en quelle année, monsieur Le Pen? Comment? En quelle année, monsieur Le Pen? Ils ont changé, peut-être, eux aussi. Comme l'UNEF dont Oui, vous parliez c'est tout ça. à l'heure, peut-être. Ah bah, mon UNEF à moi, c'est l'UNEF des années 50. C'est très loin. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac doit se mettre en congé, comme Roland Dumas à son temps, du Conseil constitutionnel? Ça Vous en fichez. Oui, de cela, je me fiche, oui. Le Conseil constitutionnel, Conseil- c'est pas très important? Non, je crois que c'est une assemblée politique, n'est-ce pas? Désignée par Une des... nomination politique. Oui, politique, de nomination politique. Par conséquent, Mais qui a un c'est rôle, une néanmoins, organisation, dans l'organisation des pouvoirs. organisation partisane, tout de même. Hein. Bon, alors on y ajoute 2 présidents de la République qui jusque-là n'avaient pas siégé, il faut dire, parce que M. Giscard d'Estaing n'avait pas siégé, et M. Chirac non plus, il n'était pas encore Mais qu'est-ce que vous le ancien poursuivez, président. vous poursuivez Jacques Chirac toujours de la même haine qu'il a semblé avoir pour vous? Non, pas du tout, mais c'est pas une haine. Vous dites, si, vous Enfin, l'avez dit voyons. souvent. Vous êtes plus méchant avec lui Il y qu'avec a un les certain nombre de collaborateurs de Jacques Chirac qui ont porté le chapeau à sa place, à commencer peut-être par M. Juppé. Et tous ces gens-là ont été condamnés à des lourdes peines de prison. Même avec sursis, pour un homme politique, c'est déshonorant. Or, Jacques Chirac est resté à l'abri de ces poursuites. Je trouvais que c'était indécent. Mais c'était en quelque sorte son statut de président qui le mettait à l'abri. Ce statut cesse de mettre au-dessus de lui un parapluie. Eh bien, maintenant, il devrait être jugé. Mais on dira, vous savez, il y a longtemps, il faut savoir effacer, il faut savoir oublier, il faut savoir pardonner. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, très peu de choses. Alors qu'on sait que les sommes qui ont été distraites des budgets ont été considérables dans le domaine des lycées, dans le domaine des HLM. C'est pas la même affaire. Bref, C'est pas la même affaire. Monsieur Monvalon, ensuite Claude Askolovitch. Jean-Marie Le Pen, quand une affaire surgit, est-ce que vous faites un distinguo dans votre analyse entre ceux qui ont pris des libertés avec un système et ceux qui ont piqué dans la caisse? Parce que dans le cas précis, on peut dire que Jacques Chirac, président de la République, a pris des libertés pour le moins. Et il a des comptes à rendre avec le système, un système aujourd'hui révolu, mais qui ne l'a pas, sauf erreur, piqué dans la caisse. ça revient au même. Ça revient au Et même. ça, on ne saura pas d'ailleurs. Non, mais ça revient au même. Ça revient au même, oui. On ne fait pas le distinguo. C'est distraire l'argent de sa destination, qu'on le mette Piquer dans dans sa la caisse poche, pour usage ou qu'on s'en personnel. serve pour faire des libéralités à ses amis, ça n'a aucune Mais vous pensez- importance. Ou qu'on s'en serve pour renforcer indûment un parti politique qui est déjà puissant et qui a des moyens légaux puissants, je trouve que c'est en effet tout à fait condamnable. Allez-y. Il doit être condamné. Vous ne trouvez quand même pas que dans ce cas précis, pas dans les autres, mais dans ce cas précis, les emplois fictifs de la mairie de Paris, il y a quand même une certaine hypocrisie générale, parce que il me semble qu'en 1977, lorsque Jacques Chirac a été élu à la mairie de Paris, tout le monde, hommes politiques ou même éditorialistes, ont conclu qu'il allait en profiter pour faire sa campagne présidentielle. Bien sûr, Donc est-ce mais qu'il n'y c'est a ce que pas je vous ai dit. une hypocrisie générale dans cette affaire-là? Les Je parle loups pas des ne se lycées, mangent je parle pas entre autre eux, chose. et ce système est généralement corrompu et tire en effet son immunité du fait qu'ils sont tous coupables et tous donc amenés à se pardonner les uns les vous autres. n'avez jamais Je eu te un- tiens par la barbichette, tu me tiens par la reniflette. Dans le mouvement, il n'y a jamais eu, dans le mouvement du Front National, il n'y a jamais eu un agent qui a été payé par quelqu'un pour être auprès de vous. Jamais ça. avec l'argent de l'État, en tout cas. Avec l'argent de l'État ou avec Parce que l'argent vous êtes d'autres. riche, monsieur Le Pen. Non, je n'ai pas connaissance de faits de ce genre. Non, mais Et- vous avez les moyens personnels, peut-être, d'agir Non, mais autrement. Si j'avais des moyens personnels, ils appartiennent à ma responsabilité. Ça n'est pas illégal, cela. Non, pas par du tout. conséquent, Je dis simplement que vous êtes riche. Non, non, Claude mais Askolovitch, on termine. Allez, Claude Askolovitch, allons-y. Je voudrais rendre hommage à une de nos consoeurs, Christiane Chambaud du Monde, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Le Pen terrifié. Que j'ai ici. Dans ce livre, elle affirme
qu'il y avait eu une négociation entre Jacques Chirac et le Front National en 1998 lors du régional, et que Jacques Chirac avait donné son feu vert pour qu'un membre du Front National prenne la présidence de la région PACA, à condition que ce ne soit pas vous. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, ça? Oui, j'ai entendu parler de cette affaire, mais la personne désignée, qui était, disons-le, monsieur le Chevalier, ne me paraissait pas mériter cette confiance. Mais est-ce que vous pouvez confirmer que Jacques Chirac était d'accord avec ça? Je ne peux rien confirmer, puisque cette négociation n'est pas passée par moi. Attendez, 3 secondes. Je n'ai jamais été personnellement au courant. Monsieur le Chevalier est venu me dire, est-ce que tu serais d'accord pour que je sois président de la PACA? Je lui ai dit, mais est-ce que tu m'as regardé 2 fois, s'il te plaît? Tu voudrais essayer? Alors, Jean-Marie Le Pen, Et vous avez après, dit tout à l'heure à Serge Moati, comment dirais-je, les sentiments politiques que vous inspirait votre fille Marine, la confiance que vous lui... Est-ce que Oui, c'est parce qu'elle a du talent ou c'est parce que il vaut mieux que les secrets du FN restent en famille? Il n'y a pas de secret? Il n'y a pas de secret dans toute l'histoire du FN? Il n'y a pas de secret? les Affaire. Pardon, non. Non, mais à suivre. Non, à suivre. alors là, Si je vous dois voulez, dire- merci. Si vous voulez prolonger le débat, c'est sur le. Il n'y a pas de secret qu'on va se quitter. Monsieur Le Pen, à la fois prochaine. Hein. Excusez-moi, Cahier- pardonnez-moi. mais cahier secret de la 5e République, Michel Cotta. Merci beaucoup. Attendez Monsieur mes Le Pen. mémoires. Attendez ces mémoires, oui. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci madame, merci messieurs, merci monsieur Le Pen. Merci.